Bonjour tout le monde. Salut les frères. Alors, tu veux que je te balance quoi comme dossier? Ah non, mais attends, tu vas pas balancer tout comme ça direct. On a dit en garde de mystère un peu. Non, on va commencer par autre chose. On va commencer par vous donner quelques conseils de cybersécurité. Et un grand merci à CyberGhost VPN pour ses conseils. Oui, et aussi parce qu'il sponsorise un peu la vidéo. Donc un VPN, c'est un RPV en français, réseau privé virtuel. C'est un des moyens les plus sûrs pour vous protéger justement des hackers et des sites malveillants. Ouais, parce que je sais que t'aimes aller sur des sites malveillants. Eh ben, CyberGhost VPN vous permet par exemple de masquer votre adresse IP et surtout de chiffrer vos données et rediriger l'intégralité de votre trafic internet via un tunnel sécurisé. Parfait pour surfer anonymement en toute sécurité, que ce soit depuis la maison ou depuis un réseau Wi-Fi public. Alors, pour vous expliquer de manière concrète, quand vous êtes sur un Wi-Fi public, dans une gare par exemple, vous ne vous rendez pas compte, mais ce n'est absolument pas sécurisé et vous expose énormément à des personnes mal intentionnées. CyberGhost VPN vous permet justement de protéger vos informations personnelles. Et ce n'est pas la seule utilité, puisque le CyberGhost VPN est aussi un expert du déblocage du contenu géorestreint. Moi, ça me sert de ouf. Comme par exemple en débloquant des catalogues de plus de 40 services de streaming comme Netflix, Hulu, Amazon Prime, Disney+, et bien d'autres, pour accéder par exemple à certains sites russes qui sont bloqués en France. Et ils ont également des applications pour tous les systèmes d'exploitation, et un abonnement qui peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps. Enfin, si vous voulez partager ça avec votre famille ou des amis, si vous en avez. Avec moi au moins. Alors c'est vrai que ça paraît un peu techos comme ça, mais vous inquiétez pas, le logiciel est genre super simple d'utilisation. Même pour les débutants. En même temps, ils ont déjà conquis plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde, qui lui ont tous donné une note de 5 étoiles sur Trustpilot. CyberGhost VPN est fortement recommandé par des sites comme Clubic, Frandroid, Presse Citron et Journal du Geek. Et donc si avec tous ces arguments vous êtes intéressé, n'hésitez pas à checker le lien que j'ai mis dans la description. Si vous allez dessus, vous allez avoir moins 83% sur CyberGhost VPN. Ah ouais, c'est précis. Soit 2,03€ par mois. C'est quasi rien. Et en plus, il y a 4 mois gratuits. Et en plus, ils ont une garantie de 45 jours de satisfait ou remboursé. Et un support, genre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas essayer. Au pire, vous êtes remboursé. Parce que là, on va parler de cybercriminels. Eux, ils remboursent pas, non? Ah non frère, voler c'est voler, et redonner c'est se faire gauler. Ah oui, donc pendant toute la vidéo, je vais être assisté par un expert qui va me corriger si je dis de la dumps. On va découvrir les hackers français et russes les plus connus et les plus recherchés. Alors, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Vous êtes en train de vous dire que comparer les hackers français aux hackers russes, c'est un peu comme comparer les footballeurs russes aux footballeurs français. Eh ben détrompez-vous, parce que dans le monde du hacking, les Français, ils sont quand même très bien placés. Moi frère, j'en suis un bel exemple. Oui, on va voir ça. D'ailleurs, mets un like là, tout de suite là, parce que sinon tu vas oublier après. Déjà, ça va me faire plaisir de ouf, et puis comme ça, la vidéo sera plus partagée. Si tu likes pas frère, je vais te hacker. Merci, voilà. Et maintenant, dites-moi, est-ce que vous êtes prêts à comparer les hackers français et russes? Alors, c'est parti. Les hackers français contre les hackers russes. These Russian hackers are. Russian cyber attack. Hackers believed to be working for Russia. Russian hackers. Is Russian cyber attack growing in scale? Vous êtes d'accord qu'on est rendu à un point où aujourd'hui, dire hacker russe, c'est comme dire descendre en bas. C'est un pléonasme. Et effectivement, dans la liste des hackers les plus recherchés dans le monde, les Russes sont en majorité. Et le pire, c'est que je suis dedans. Если они окажутся за пределами России. Bon, ok, c'est pas moi, c'est juste un mec qui a le même nom de famille. Mais je vous jure, quand dans la vidéo j'ai vu Korshunov, ça m'a fait flipper. En plus, il s'appelle Alexandre, c'est comme mon père. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'il a encore fait? Bon, bref. Dans cette vidéo, on va découvrir les plus gros secrets des hackers. Et j'espère que je me ferai pas pirater en retour. Hein, promis, hein? Ouais, promis frère. Commençons par s'intéresser aux tout premiers hackers dans chaque pays. Les premiers hackers en France. C'est assez incroyable, mais historiquement, les premiers hackers du monde sont français. Et ouais, je sais pas s'il y a de quoi être fier, mais cocorico quand même. Hein. Alors ça s'est passé en 1834. Alors, effectivement, tu m'étonnes qu'ils ont été les premiers. Et c'est deux frères banquiers, François et Louis Blanc, qui ont piraté un système de télécommunication de l'État afin d'avoir des informations boursières. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. C'est le premier piratage d'un réseau de données de l'histoire. Bon,
Comme ça, à l'époque, on l'appelait pas le piratage d'un système informatique. Parce qu'il n'y avait rien d'informatique en 1834. Il y avait à peine de l'électricité. Mais à l'époque, il y avait déjà un réseau de télécommunications, c'est-à-dire de communication à distance. Comme par exemple le télégraphe optique. Attention, comme ça vous devez vous dire, ah ça doit être comme le télégraphe électrique, là, avec des signaux qu'on se transmet de poteau à poteau. Non, rien du tout. Pas du tout. Déjà, il n'y a pas d'électricité, donc il n'y a pas de câble. En fait, un réseau de télégraphe optique, c'est des mecs en fait qui sont à des tours, qui sont placés super loin, ils se regardent avec des jumelles et ils se montrent des signes comme ça, et l'autre il doit reproduire le même signe et il le montre à la tour suivante. Donc il doit répéter les signaux qui se passent comme ça de tour en tour, et bah ça peut traverser toute la France. En quelques heures, voire une journée max. Drapeau rouge. Drapeau V. Ça fait 1 heure qu'on fait des signes, un pas un qui va dans le même sens. En fait, ces signes-là, ensuite, à la fin, à la destination finale, ils étaient décodés et en fait, ça transmettait un message. Et ce système de télécommunication-là, il était réservé, mais que au roi. C'est-à-dire, on pouvait transmettre que des messages d'État, genre de Paris vers toutes les grandes villes de France. Et donc, à l'époque, les frères François et Joseph, ils ont décidé d'utiliser ce réseau de télécommunications, genre rapide pour eux, pour connaître avant tout le monde les informations de la Bourse de Paris. Ouais, parce qu'à l'époque, les informations de la Bourse de Paris, ils arrivaient dans les villes, mais genre par la poste, et ça mettait genre 3-4 jours. Alors que eux, ils se sont dit, si on utilise les télégraphes optiques là, on peut avoir l'information en 3 heures. Alors comment ils ont hacké ce système? Eh ben tout simplement par de la corruption. Eux, ils ont réussi à corrompre, à filer des bakchiches à un des mecs qui commençait à transmettre les messages de Paris pour que dans son message, dans son signal avec les pales, il ajoute des petites informations secrètes qui viennent de la Bourse de Paris. Et à Bordeaux, donc à la destination finale, ils avaient un complice qui louait une maison avec vue sur la tour et qui en fait décodait le message et leur donnait l'information de la bourse. Et dites-vous que ce détournement-là, il a fonctionné parfaitement pendant 2 ans. Ils se sont pas fait cramer, malgré les suspicions croissantes de leur succès boursier. Parce que ouais, ils se sont fait de l'oseille et tout le monde, ils comprenaient pas comment. Ils disaient genre, mais d'où vous avez des infos? Eux, ils disaient juste, non, on a le pif, c'est tout. Hein, et au bout de 2 ans, ils se sont fait cramer parce que leur complice dans la tour, là, en fait, il est décédé. Et le mec qui l'a remplacé, il a tout balancé à la police. Et du coup, les mecs, ils ont pris seulement 7 mois de prison. Et ils ont surtout gardé tout l'oseille qu'ils ont accumulé avec la bourse. Ouais, parce que, en fait, ils sont fait juger comme des mecs qui ont détourné un réseau, tu vois, genre c'était pas très grave. Et à l'époque, en fait, il n'y avait pas de sentence contre les cybercrimes. Mais en tout cas, il s'agit officiellement du premier cas de hacking. C'est en 1834, hein. Bravo les frères blancs. En Russie. Alors, en Russie, le premier cas de hacking d'un réseau date seulement de 1983. Ouais, on était un peu en retard, hein. Et du coup, ça s'est passé en URSS. Donc, ce premier pirate, hacker, s'appelle Murat Urtimbaev. Donc, il vient du Kazakhstan. Alors, lui, il a hacké le logiciel programmé pour diriger la ligne de production d'une usine de voitures Avtovaz. C'est l'usine des voitures Lada, à l'époque URSS. Et je crois qu'ils sont restés hackés, mais genre jusqu'à aujourd'hui, parce que vu les modèles des Lada qui sortent, c'est pas possible. Contrairement au frère bordelais, Murat, lui, il était bien genre développeur en informatique, spécialisé dans la robotique. Mais comme eux, en fait, son hacking était aussi dans le but de se faire de l'oseille, de la part de Avtovaz. Ah, il leur a littéralement genre mis une disquette. Comme on dit Zarma, je suis pas un développeur, mais je lui mettrais bien une disquette. En fait, il a créé un virus chez lui et il l'a ramené à l'usine, genre sur une disquette, et en fait, il l'a introduit dans le logiciel de pilotage de la ligne de production. Et donc, ce virus était censé donc faire bugger les lignes de prod de voitures, et Murat voulait arriver et le réparer devant tout le monde, tu vois, pour passer pour un héros. Et un tel coup de théâtre devait lui faire toucher une prime ou alors au moins une promotion. Tu sais, vous voyez, genre réparer un bug pour passer pour un génie. C'est un peu cette technique-là. J'ai fait semblant de taper des trucs compliqués, j'ai pas utilisé la souris pour faire américain, et à un moment, j'ai juste appuyé sur Vernum. J'ai dit, c'est réparé. Il m'a dit, t'es un génie. J'ai pensé, t'es un couillon, de rien. Et pour pas se faire cramer, il s'est même prévu un alibi. En fait, il a introduit le bug en avance, mais il l'a programmé pour une date future précise. C'est pile la date où il rentrait des vacances. Comme ça, genre, il était, c'est pas moi, j'étais pas là, j'étais en vacances. Ah, c'est une stratégie parfaite. C'est pas la stratégie qui m'inquiète, c'est le stratège. Et oui, en fait, il a mal programmé son bug. Tu vois, en fait, il a démarré 3 jours en avance, quand il était pas là. Et donc, pendant ces 3 jours, personne n'a réussi à le réparer. Et ça a créé, mais genre, un bordel monstre dans l'usine. Ils ont perdu beaucoup d'argent parce qu'ils ont pas pu fabriquer les voitures ou les mal fabriquer. Et quand lui, il est rentré des vacances et il a vu ça, tu sais, il avait quand même une petite conscience professionnelle. Il se sentait tellement coupable qu'il s'est dénoncé devant tout le monde. Il a avoué que c'était de sa faute. Donc ok, là je vous ai présenté les premiers hackers,
mais avant l'invention d'Internet. Mais depuis que le web existe, qui c'est les premiers hackers? On se demande. Non, on se demande pas du tout. C'est les Russes. Et en plus, ils viennent de ma ville, Saint-Pétersbourg, capitale du cybercrime. Et bah, ce premier hacker web fait aussi partie des plus connus. Les hackers les plus connus en Russie. Et oui, donc sans trop de surprise, c'est les Russes qui ont été les premiers à faire une grosse cyberattaque et qui a surtout coûté beaucoup d'argent. Et le premier qui a fait parler de lui, c'est Vladimir Levin, le petit papa des hackers. Ah ouais, il fait encore figure de légende dans ce métier. C'est un des pionniers. Mais moi, j'ai voulu creuser un peu plus pour vous donner plus de détails. Et je me suis rendu compte que c'est un pionnier pas net, Panette pionnier, pionnier panette, panette pionnier, pionnier panette, panette pionnier, t'arrives à le dire ou pas? Il aurait été à la tête d'un groupe connu de hackers de Saint-Pétersbourg et en 1994, il a piraté et frauduleusement transféré plus de 10 millions de dollars des comptes de la Citibank, donc la grosse banque basée aux États-Unis, et il a tenté de les encaisser via des comptes enregistrés dans différents pays du monde. Et ensuite, il avait besoin de complices pour retirer cet argent virtuel. J'arrive à la banque et je leur demande 30 000 € en liquide. Ils me regardent tous avec des yeux carrés. Ces faux clients retireurs d'argent liquide, on les appelle les moules. C'est parce que c'est eux qui ramènent la moula. Mais malheureusement, certains de ces moulas se sont fait cramer et ont été arrêtés par le FBI. Et aux interrogatoires, ils ont pointé du doigt Vladimir Levin, mais direct. Sauf qu'en 1994, le code pénal en Russie ne comportait toujours pas de clause contre les cybercrimes. Et donc Levin, qui venait de se faire enrichir de 10 millions de dollars, excusez-moi, il était techniquement une personne innocente. Et il a fallu un effort de la part de la banque et des responsables étrangers pour attirer Levin au Royaume-Uni pour une rencontre où il a été arrêté. Regardez juste cette vidéo, tu vois, on le voit se faire interroger à Londres quand il s'est fait arrêter. If I am extradited to America, of course I may be put on trial. But all I can say is that I am not guilty, and this is total rubbish. Donc c'est cette petite tête-là qui vient de 40 millions de dollars. Lui en tout cas, il a toujours nié les crimes et il a plaidé l'innocence. Mais le tribunal américain, après son extradition aux États-Unis, l'a quand même condamné pour 4 ans de prison. Et pourquoi seulement 4? En fait, une fois qu'ils l'ont attrapé et qu'ils ont commencé à discuter avec lui pour avoir plus d'informations, c'est là où ils se sont rendus compte en fait que son niveau d'informatique et de compétences techniques était beaucoup trop inférieur pour un voleur d'une telle ampleur. Ouh, ça rime. Et donc des rumeurs ont commencé à circuler pour dire en fait qu'il était innocent, pour de vrai, que c'était juste un pion. Et en creusant de mon côté, je peux vous dire que ce n'était pas des rumeurs. Apparemment, Levin n'était pas du tout le cerveau de la bande. C'est le cerveau de la bande. T'imagines le reste de la bande, c'est... Donc, effectivement, c'est les hackers de Saint-Pétersbourg qui ont hacké le réseau de la Citibank en premier. Et donc, c'est le hacker Arkanoid qui l'a piraté par curiosité et volonté d'explorer les vulnérabilités des serveurs de la Citibank. Et ensuite, en fait, ils ont juste vendu donc cette technique informatique, je sais pas moi, ce code à Vladimir Levin. Pour à peine 100 $. Ouais, ils lui ont vendu pour seulement 100 $ parce qu'en fait, il trouvait que Levin, il était un peu bébête et de toute façon, il allait rien faire avec ce code. Un des membres de notre groupe lui a vendu le programme pour la somme ridicule de 100 $. Car en fait, il considérait Levin comme quelqu'un de simplé. Ah, je te jure, frère, c'est les 100 bavoules les mieux investis au monde. Donc le FBI n'a pas réussi à arrêter la bonne personne. Non, parce qu'ils n'ont pas réussi à arrêter le cerveau de la bande. Mais en rendant cette affaire de Vladimir Levin aussi connue dans le monde, en fait, ils ont créé une icône. Et surtout, en fait, ils ont montré comment on peut être rentable avec des cybercrimes. Donc c'est peut-être pour ça que les hackers russes ensuite, ça s'est développé encore de plus en plus, de façon exponentielle. Et en France, vous devez vous demander, genre, mais c'est qui le hacker le plus connu ? Et est-ce qu'il s'est inspiré aussi de Levin ? Devine qui c'est qui a 2 pouces et qui s'en est mis plein les poches. Le hacker le plus connu en France. Et oui, un des hackers français les plus connus, et donc je pense surtout actuellement ça doit être le plus connu parce que franchement t'es quasi devenu une légende. En même temps, vu toutes les émissions TV ou web que t'as faites, t'as été guest chez à peu près tous les youtubeurs, non ? C'est parce que je suis un excellent invité, frère, n'est-ce pas ? J'ai de l'expérience à raconter, j'ai des dossiers à balancer. Ah oui, effectivement, t'as la langue bien pendue. Tous les non-hackers, genre vous, toi, moi, ils les appellent les moldus.
Sympa. Alors commençons par parler de son expérience à ce Harry Hacker. Ah bah il a commencé gros aussi. Ah bah lui, il s'est directement attaqué à Elon Musk. En 2010, il a piraté PayPal. C'est-à-dire qu'au début c'était avec PayPal en fait. Si d'un compte A tu volais de l'argent pour l'envoyer à un compte B et que le compte B l'envoyait au compte C. Donc en fait, il récupérait de l'argent virtuel et il l'a envoyé sur d'autres comptes. C'est une technique qui me dit quelque chose. C'est parce que moi aussi j'ai des potes hackers russes, Brat. Et je peux te dire que je leur ai acheté des trucs, mais c'est pas pour $100, hein. Mais son plus gros coup, qui a failli lui coûter très très cher, c'était le piratage de Sciences Po. C'est-à-dire que à la base je voulais être maître du monde, puis président. Quand j'ai réalisé que président c'était un énarque et qu'un énarque c'était un science-piste, bah j'ai voulu faire Sciences Po. Ouais, j'ai trouvé des informations sur la base de données de Sciences Po qui étaient incroyables. Ouais, en fait, ils pensaient que, genre, en voyant ça, ils allaient le considérer comme un génie, et en fait, le faire rentrer dans Sciences Po. J'ai passé 2 heures avec eux quand même au téléphone, à leur donner l'emplacement de la faille, à les aider. Ouais. Et le jour où l'article dans le Monde est sorti, coup de couteau et plainte, quoi. Et non, en fait, ils ont porté plainte, et du coup, il a eu pas mal de soucis derrière. Ah ouais, ça lui a valu quand même un tour en garde à vue, un rappel à la loi, et puis un article dans Le Monde. Ça va, il s'en sort bien. Aux États-Unis, on m'aurait donné une récompense. En France, on a failli me mettre en tôle. En tout cas, il a eu accès, au carnet d'adresse de tous les étudiants de Sciences Po. Tu sais, même les anciens. Je vous dire qu'il y a des têtes. Donc en fait, vous avez des données sur tous les gens qui nous dirigent et qui vont nous diriger, en fait. Ouais, du coup, il a contacté Emmanuel Macron. À l'époque où il était encore ministre, mais il sentait qu'il allait se présenter en présidentiel et il voulait lui donner 2-3 conseils. J'ai déjà envoyé un mail à Macron. Il t'a répondu? Ouais. C'est vrai? Et avec un CV comme ça, tu m'étonnes que ce soit un des hackers les plus connus en France. Et en plus, à le croire, ça a été aussi un des plus gros vendeurs sur le marché noir du dark web. Tu sais, l'alphabet. Généré 40 000 € en une soirée. Ah ouais, d'après lui, son disque dur a contenu de quoi lui faire garantir 20 ans de prison. Tu sais, il a tutoyé du regard des centaines de databases qui pouvaient à elles seules lui ôter bêtement la vie. Il connaît des hackers russes à qui il a acheté des failles pour des sommes, à 4-0. Pouh. Mais est-ce vrai tout ça? Attends, mais tu doutes de moi là, frère? Dis que je suis pas le vrai rabbin des bois tant que tu y es. Prouve-le. Enlève ton masque. D'accord, frère. Regarde. Bon, ok, je vous ai menti depuis le début, c'était moi. Mais attendez, est-ce que lui, il nous aurait pas menti un petit peu aussi? Le problème, c'est qu'en fait, il est pratiquement impossible de prouver la plupart de ses faits d'armes. D'ailleurs, ni dans ses autobiographies, ni dans ses nombreuses interviews, il rentre jamais trop dans les détails techniques, tu sais. Comme s'il s'y connaissait pas trop. Je suis pas un expert en cybersécurité, je suis pas un chercheur en cybersécurité. Et ouais, donc il y a certains internautes qui le qualifient de petit arnaqueur. Ou alors de script kiddie. Je peux vous dire que dans le milieu du hacking, script kiddie, c'est une insulte. Pour un hacker, autant insulter sa mère que de lui dire ça. Hein. Moi, je sais pas trop quoi penser parce que quand tu l'écoutes parler comme ça, il a l'air super convaincant quand même. Mais en même temps, il fait un peu hacker cliché. Le masque, le dark web, les condamnations, les hackers russes. Mais je trouve ça bizarre quand même à quel point il veut être connu, tu vois. Ça me fait un peu penser, vous voyez, aux rappeurs qui se la jouent trop gangster, tu vois, moi je me fais des millions en vendant de la drogue, j'ai des armes. Mec, je crois qu'un vrai gangster, il va vraiment se vanter de ses crimes. T'es malade ou quoi? Mais non, il va les cacher surtout. Vous en pensez quoi, vous? Par contre, c'est sûrement les failles dans le réseau de Sciences Po qui sont à l'origine des Macron Leaks. Ouais, vous voyez le leak où ils ont mis en ligne le contenu des boîtes mail des 6 responsables de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. Mais là, par contre, c'est pas un rabbin des bois qui est responsable. Non, en fait, ceux qui sont suspectés de ça, c'est le même groupe de hackers qui apparemment aurait fait élire Donald Trump. Eh ouais, ils s'appellent les Fancy Bear. Parlons-en. Les hackers politiques et société. En Russie, je vous présente Yevgeny Bogatchov, le hacker qu'on appelle Fantomas. Avec son logiciel malveillant, il s'est fait des centaines de millions de dollars à travers le monde avec seulement quelques clics. Sous son pseudonyme Lucky 1, 2, 3, 4, 5 ou alors Slavik, il a fait partie du groupe tant redouté, les Fancy Bear. Yevgeny Bogatchov a été le cybercriminel le plus recherché au monde. Aujourd'hui il s'est fait dépasser par un autre dont on va parler tout à l'heure, mais quand même, le FBI jusqu'à aujourd'hui, ils offrent 3 millions de dollars
pour une information le concernant pour le retrouver. Si vous voulez faire des beaux cadeaux pour Noël, franchement, fouillez un peu, il y a de quoi se faire de l'oseille. Bon, comme d'habitude, il y a plein d'informations qui sont démenties, genre surtout par lui, genre oh, ils sont tous innocents, tu vois. Mais apparemment, ça serait donc lui, le créateur du virus, le cheval de Troie, Zeus. Vous vous rappelez de cette horreur là, hein? Tu sais, quand on te disait que t'avais un cheval de Troie, t'étais en mode genre, oh, ça y est, mon ordi est fini, il est mort. Et bah, comme les Grecs à l'époque, il dérobait toutes les informations de ton ordinateur. En tout, il aurait donc volé entre 100 et 200 millions de dollars en Occident. Et attention, jamais en Russie. Ah ouais, c'est une sorte de code d'honneur pour les hackers russes. Jamais pirater les entreprises russes. Déjà parce que si t'as commis aucun crime en Russie, bah tu peux pas être condamné en Russie. Ah oui, parce que pour la police russe, Bogatchev, à part quelques retards de paiement de loyer, il y avait rien qui lui était reproché. C'était limite un citoyen modèle. Et les USA, ils avaient beau avoir plein de preuves contre lui, mais ils ne pouvaient pas le juger, parce qu'en fait, ils n'avaient pas le droit de l'extrader chez eux. Ah oui, il faut surtout éviter l'extradition aux USA. D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure. En tout cas, Bogatchev est devenu très connu dans son pays, et surtout très connu des services secrets russes. D'après les enquêtes du FBI, le FSB a décidé d'utiliser ces crimes à leur avantage. Ah oui, en fait, eux, ils volaient des informations pendant que lui, il volait de l'argent. Et ainsi, il a commencé à bosser avec le gouvernement. Mais ce qui lui a valu la médaille du hacker le plus recherché dans le monde, c'est la mission secrète à laquelle il a participé en 2016. L'année où le peuple américain est appelé à voter pour son futur président. Et comme par hasard, à partir du 7 octobre, des dizaines de milliers d'emails du Parti démocrate sont piratés et publiés sur Wikileaks, mettant à mal la campagne d'Hillary Clinton. Le FBI accuse la Russie et le président Vladimir Poutine d'avoir supervisé l'opération menée par Bogatchev et son malware Game Over Zeus. Mais le pire pour nous, c'est que les fancy beers en veulent aussi à Emmanuel Macron apparemment. Il n'y a bien sûr aucune preuve officielle, mais en tout cas c'est ce qu'affirme le rapport établi par l'éditeur japonais de solutions de la cybersécurité Trend Micro. Et donc Yevgeny Bogatchev serait aussi responsable des Macron Leaks. C'est la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron qui est ciblée. Les emails de ses collaborateurs ont été infiltrés, puis des documents authentiques mêlés à des faux, ensuite diffusés sur le web. C'est ouf quand même. Macron, il aurait dit écouter les conseils des rabbins des bois. Président, l'objet du mail, c'était voulez-vous devenir président de la République? En tout cas, même si c'est vrai, en fait, je me dis que pour Macron, Bogatchev, bah il a échoué. Bah oui, parce qu'il a été élu. Donc soit les fancy beers ont été mauvais sur ce coup-là, ou soit Manu il s'est fait protéger par des hackers français. Mais qui? En France. Alors je vous présente Sax. De son vrai nom, Clément Domingo. Alors c'est un Rennais qui est très chaud en informatique et très dévoué à la cybersécurité. Jamais été du mauvais côté de la force, puis je vois pas pourquoi je basculerais de l'autre côté. Ah oui, il veut absolument aider les gens à se protéger des attaques des cybercriminels. Et je suis hacker éthique. Alors on l'appelle le hacker éthique, parce que déjà, il a créé l'ONG Hackers sans frontières. C'est une association humanitaire internationale qui fournit une aide d'urgence aux institutions non gouvernementales en cas de crise ou de catastrophe liée à des cyberattaques. Alors il a commencé par beaucoup aider l'Afrique par exemple, d'où il est originaire et où la cybersécurité n'existe quasiment pas. Et il est impliqué par exemple depuis le début dans la guerre en Ukraine pour empêcher les cyberattaques. Toutes les fuites de données de toutes les leaks, aussi bien russes mais aussi ukrainiens qui sont aujourd'hui attaqués. Ouais, il a un peu l'habitude de se battre contre les hackers russes. La première victime d'une guerre, c'est la vérité. Le premier ennemi d'une cyberguerre, c'est la désinformation. C'est pour ça que je me dis, ça se trouve, pour Macron, c'est lui. Alors, est-ce qu'il fait ça juste parce que c'est quelqu'un de gentil? Ou alors, il essaye de se repentir de quelque chose? Ou alors, juste parce que ça paye bien? Et dans certains pays, plus dans le monde, jusqu'à 50 000 € quoi. Ma plus grosse vulnérabilité, un truc à 5 chiffres. Non mais dire qu'il aurait pu toucher 3 millions de dollars s'il trouvait quelque chose sur Bogatchev? Mais qu'est-ce que t'attends? Ou alors, en ce moment, il se concentre sur le nouveau cybercriminel le plus recherché dans le monde, qui lui vaut 5 millions de dollars chez le FBI. Les hackers les plus recherchés en Russie. Et oui, actuellement, le hacker le plus recherché dans le monde, il vient aussi de Russie. Il s'appelle Maxime Yakoubets, et du coup le FBI propose 5 millions de dollars pour toute information qui peut aider à le capturer ou le condamner. Mais regardez-le, tu sais.
teint pâle, hein, coiffure d'un candidat de télé-réalité, petit sourire en coin à guicheur. Vu comme ça, on dirait le genre idéal. Ce jeune homme est accusé d'avoir diffusé un logiciel malveillant qui a infecté des dizaines et milliers d'ordinateurs aux États-Unis et en Europe. Il aurait détourné plus de 100 millions de dollars depuis 2009. Et bah lui aussi, il serait en lien avec les services secrets russes. C'est un pirate sans foi ni loi, mais avec beaucoup d'oseille et qui adore le dépenser. Ah, je vous jure. Il a des voitures de luxe, il a fait un mariage, je vous jure, dans un château de malade qui a coûté genre plus de 3 millions de dollars pour un mariage. Le hacker le plus recherché de France. Eh oui, le hacker français le plus recherché, c'est un jeune Vosgien qui s'appelle Sébastien Raoult. Alors attention, hein, c'est pas le fils de Didier, non, rien à voir. Sinon, ça serait vraiment très chelou comme histoire. Le FBI accuse le jeune homme de 21 ans d'être un membre important d'un groupe de hackers, les Shiny Hunters. Ouais, c'est un nom en référence avec l'univers des Pokémon. Et c'est vrai que quand on le voit comme ça, on dirait un fan des Pokémon. Ce groupe de cybercriminels aurait donc hacké et volé plus de 200 millions de données pour les revendre sur le Darknet à une dizaine d'entreprises dans le monde entier et dont surtout Microsoft. Bon... En vérité, en ce moment, il est un peu moins recherché. Parce qu'en fait, il s'est fait choper. Ouais, cet été, à l'aéroport de Rabat, alors qu'il était en vacances au Maroc. Et selon les médias marocains, cette arrestation a été le fruit de la première coopération entre la Direction Générale de la Sûreté Nationale Marocaine et le FBI. Paf! Wow! Ah, c'est quand même grâce à lui que, pour la première fois de l'histoire, la police marocaine a pu bosser avec le FBI. C'est pas la police qu'on appelle, c'est le FBI. Ah, il s'est fait choper un peu comme Levin à Londres. C'est marrant, le FBI, ils ont toujours les mêmes techniques. Il faut le choper dans un pays neutre. Et maintenant, les États-Unis veulent l'extrader chez eux pour le juger là-bas. Ouais, donc si personne le sauve, il se fera juger dans pas très longtemps, là. Et c'est chaud pour Sébastien, parce qu'il risque quand même 116 ans de prison. Je suis persuadé qu'il est innocent. Alors son père et son avocat demandent au gouvernement français d'organiser son rapatriement en France, mais pour l'instant, ça a été refusé. La justice marocaine a rendu un avis favorable à l'extradition de Sébastien Raoult vers les États-Unis. C'est triste quand même, parce que ça se trouve, il est vraiment innocent. Ou alors c'est un coup monté. J'ai du mal à croire que c'est un vrai hacker. C'est parce que la DGSE, les services secrets français, veulent pas du tout les récupérer. Parce qu'en Russie, le FSB, ils l'auraient protégé depuis longtemps. Mais en France, c'est les services secrets, ils se disent genre, non, ils nous intéressent pas trop. Donc peut-être qu'en fait il a aucune compétence, et ils le savent. Peut-être que son jugement doit détourner l'attention des vrais cybercriminels français qui bossent avec la DGSE. Mais qui sont-ils, hein? Eh ben j'espère que je vais jamais le connaître. Parce que sinon ça peut très mal se terminer pour moi. Alors j'aimerais une nouvelle fois remercier CyberGhost VPN pour leur soutien. N'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description si vous voulez obtenir la réduction exceptionnelle de CyberGhost VPN. L'application protégera vos données pendant que vous naviguez et vous donnera un accès à tout le contenu bloqué sur internet pour seulement 2,03 € par mois, avec 4 mois gratuits. Donc finalement je me dis que les hackers les plus connus en fait, c'est pas du tout les meilleurs. Ce sont juste des personnages qui ont abusé d'une faille technique, tu vois, qui a été révélée par les vrais hackers, les vrais spécialistes. Donc il faudrait arrêter de coller une étiquette de criminel genre à tous les hackers. Et dans les commentaires, dis-moi, c'est les hackers de quel pays qui t'ont fait le plus flipper? C'est français ou russe? N'oubliez pas de liker cette vidéo, hein, si c'est pas encore fait, mais je pense que ça a été fait depuis longtemps, hein. Moi je vous fais des gros cyber bisous à tous, sauf un, et je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle vidéo qui va arriver, mais très bientôt.